Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver comme tous les matins. Bonjour Eric Woerth, je rappelle que vous êtes député, l'un des ténors de l'UMP, que vous avez été notamment ministre du budget. Est-ce que tout ça est un complot de l'UMP? C'est ce qu'a laissé entendre Le Monde en écrivant tranquillement hier que c'était une des interrogations de l'Élysée, notamment parce que Closer avait déjà révélé des affaires de cannabis pour le fils ou l'un des enfants de Valérie Trierweiler. Est-ce que l'UMP, d'une manière ou d'une autre, a une responsabilité directe dans ces révélations? Écoutez, je n'avais pas entendu ça, mais voilà, c'est très amusant. Non, ça n'a aucun sens. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Il faut en revenir aux faits eux-mêmes. Tout ça Oui, n'a mais aucun sens. s'ils écrivent ça aussi, et après on terminera cette parenthèse, c'est parce qu'ils considèrent qu'un certain nombre de policiers du GSPR sont restés proches du président de la République de l'époque, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Il y a eu beaucoup de ménage au mauvais sens du terme dans tous ces services. Le Parti socialiste et les socialistes et le gouvernement se sont séparés d'énormément de policiers sous prétexte qu'ils avaient à un moment donné travaillé avec un ministre de droite ou tout cela. Il y a eu une chasse aux sorcières, me semble-t il, très considérable. Donc c'est une piste qui vous paraît nulle et non avenue. Oui, totalement nulle et non avenue. Oui, je la découvre ce matin. Elle est parfaitement ridicule. Est-ce que vous considérez que dans cette affaire, le GSPR s'est décrédibilisé? Parce que Manuel Valls dit, au fond, jamais la sécurité du président de la République n'a été mise en cause. Est-ce que vous posez des questions, ou vous posez des questions ce matin? Il faut clarifier les choses. Un président de la République, c'est même pas, il a le droit, il a un devoir de sécurité, puisqu'il incarne les Français. Donc il a un devoir de sécurité au-delà de sa propre personne. Mais ça, c'est au président lui-même, c'est à la loi éventuellement de regarder ce qui doit être fait dans ce cas-là. Moi, je souhaite, en tout cas à titre personnel, que mon président de la République, il soit sans cesse protégé, et pas à la merci de n'importe quel terroriste ou de n'importe quel... Et ça n'aurait pas été le cas dévoyé. je Je ne sais pas, je n'ai pas du tout d'informations sur le fait de savoir s'il avait été protégé ou pas dans ce cas-là. Je ne sais pas. Est-ce que vous considérez, comme Jean-François Copé, que tout ça est désastreux pour l'image de la France? Deux voyages importants, le Vatican et les États-Unis. Ça ne rehausse pas la fonction présidentielle, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il suffit de regarder la presse internationale. Regardez encore hier la une du Financial Times, c'est absolument désastreux pour l'image du président de la République, mais même le scénario. Alors, il y a ce côté très hypocrite qui est de dire c'est la vie privée. J'entendais M. Rebsamen, là, il y a quelques jours, ou quelques minutes. Oui, mais moi aussi, je suis pour le respect de la vie privée, sauf que le Parti socialiste, il n'a jamais respecté la vie privée du président Sarkozy. Enfin, je voudrais juste le redire. Et puis, deuxième point, il y a un respect de la vie privée, mais en même temps, aujourd'hui, c'est une affaire publique. Pourquoi? C'est une affaire publique. Mais parce qu'on en parle ce matin, parce qu'on en parle partout, parce qu'on en parle sans cesse. Donc, il faut arrêter l'hypocrisie. Lorsque un fait privé entre aussi violemment dans la vie et dans les médias d'un homme public, ça devient une affaire publique. C'est comme ça. On peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est une affaire publique. Mais alors, est-ce qu'il aurait fallu que la clarification intervienne avant la conférence de presse, c'est-à-dire que la conférence de presse soit différée en attendant qu'il y ait clarification? Je n'ai pas la réponse là-dessus. Je pense que ça aurait été alors encore pire de différer cette conférence de presse, d'ailleurs, parce que la vie privée n'a pas, au fond, et des éléments de cette nature n'ont pas à interférer sur le rythme du président de la République. Moi, je me pose un certain nombre de questions que se posent tous les Français. Au fond, il faut arrêter de trouver que tout ça est très hypocrite si on ne le dit pas. Mais au fond, est-ce qu'on peut gérer une double vie en même temps, en étant à 100% pour la France? C'est une vraie question. C'est une question qu'on peut se poser dans une situation de crise comme celle-là. Et c'est pas un jugement moral sur la vie personnelle. Le jugement moral est un problème de vie personnelle. Et je me garderais bien de juger tout cela. Mais moi, la question que je me pose, c'est à quel moment ça vient interférer avec l'efficacité du président de la République. Par exemple, dans sa conférence de presse, le président de la République doit annoncer un certain nombre de mesures économiques. On les attend toutes. On les attend toutes. Mais est-ce que pour masquer, en réalité, cette triste histoire, est-ce que pour masquer cela, il n'est pas tenté d'en rajouter? Est-ce que ça ne peut pas interférer à un moment donné sur ses propres décisions? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est des questions qu'on peut se poser justement. Il veut augmenter la baisse des charges. Pourquoi pas? C'est une question qu'on peut se poser justement. Mais écoutez, ça a évidemment un impact sur la personne. C'est compliqué certainement. D'ailleurs, j'imagine que M. Hollande doit être très mal à l'aise et je le comprends. Mais ça doit à un moment donné interférer. Et puis d'ailleurs, le scénario de tout cela est aussi un peu ridicule. Il met en cause la fonction présidentielle. Quand on arrive en mobilette
lunettes, avec un casque, ça fait un peu adolescent, quoi. Ça fait pas président de la République. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de jouer les hypocrites, il faut poser des questions, ne pas juger sur le plan moral. Ça, c'est une question de vie privée et personne n'a le droit de le faire, mais en même temps se poser des questions sur l'interférence avec l'efficacité Est-ce qu'il n'y aurait pas un présidentielle. moyen d'arrêter tout ça pour les générations qui viennent, c'est-à-dire d'en finir avec le statut de la Première Dame, qui est une fiction maintenue? C'est le paradoxe français. Mais il faut C'est-à-dire quand qu'il même, toute femme de chef de l'État, alors je sais bien qu'il y a le problème que Mme Trivalène n'est pas mariée, donc il y a toutes ces questions qui sont compliquées, mais Non, mais sans parler mariage, Mais compagnonnage, mais est-ce qu'il faut donner un statut ou est-ce qu'il faut que le Mais président elle soit n'a un pas de célibataire? statut. En réalité, la première dame, comme on dit, je ne trouve pas ça très élégant comme terme, enfin, la femme du président de la République, quel que soit son statut marital, n'a pas de... il n'y a pas de statut, on ne peut pas dire un bureau cela. à l'Élysée, Oui, mais c'est pas un un secrétaire. statut, c'est pas un statut, c'est une convenance, c'est une habitude. Il pourrait ne pas y avoir de bureau. Oui, un Bah, c'est la statut, ça question voudrait que je dire pose. qu'il y en aurait un. Donc s'il n'y a pas de faut bureau, ça sûrement veut dire qu'il n'y a pas de clarifier- statut Il faut définitivement. sûrement clarifier les choses, mais il est logique que celle qui l'accompagne, la compagne durable du président de la République, est une fonction, au moins dans la République, une fonction de représentation, même si elle n'est pas élue. Personne n'est choqué par ça. Une dernière question sur ce sujet, parce que c'est quand même important. Est-ce que vous considérez dorénavant, alors ça va faire un peu moraliste, mais que le président de la République, dans sa version gaulliste, appartient à son pays pendant la durée de son mandat, ou dans sa version américaine, appartient à la nation, et y compris à la presse présidentielle qui le suit dans tous ses déplacements privés? C'est-à-dire que quand le président américain va dîner chez Eric Woerth, par exemple, il y a des membres de la presse présidentielle qui sont dans le convoi et qui l'accompagnent partout. Il n'y a pas de vie privée pour un président de la République. C'est comme ça. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Le président de la République, il doit se consacrer totalement à son pays. Il a des moments de détente, il a des moments d'amitié. Il ne va pas emmener un journaliste dîner avec ses amis. Mais il n'y a pas de moment privé. L'idée de dire il y a une sorte de paravent, une vie privée, puis derrière, puis une vie publique, Donc c'est de l'hypocrisie Donc aujourd'hui. il faudrait totale. Pour le renouer président de la avec le République, gaullisme classique. oui, le gaullisme classique, c'est qu'on appartient, quand on est élu par le peuple français, on appartient au fond au peuple français. Et je pense que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, le Parti socialiste, M. Hollande, Monsieur Ayrault, a sans arrêt interféré dans la vie privée de M. Nicolas Sarkozy. Donc il y a un moment donné, lorsque le boomerang revient comme cela, il faut juste regarder les choses avec lucidité. Aujourd'hui, un président de la République ne peut pas avoir de vie privée en tant que tel, ou comme on peut l'imaginer pour les uns et pour les autres. Sans jugement de morale. Sans jugement de morale, mais quand même, souvenez-vous, Anaphore, j'aurais une vie exemplaire. Le moi président, monde a s'en souvient. totalement explosé en vol. Il a explosé en vol dans tous les sens. Il a explosé en vol sur le fond, il a explosé en vol sur le comportement, sur la forme. Ça n'existe plus. C'était donc un énorme mensonge. D'accord, mais au début de cette affaire, vous avez été extrêmement prudent. Je ne parle pas de vous, mais de l'UMP. Et là, maintenant, vous lui tapez dessus. Donc, il y a quand même une espèce d'opportunisme politique vous concernant qui est en train de se déplacer. Mais je n'ai pas l'impression de taper dessus. Je prends une Alors, au situation. début, il n'y avait que des Bruno Le faits. Maire et tout le monde disait c'est de la Je vie prends privée. des faits. Maintenant, Moi, vous j'ai tirez jamais dit dessus que avec c'était de la vie Cananière. privée. Je me suis d'ailleurs exprimé dans le Parisien dimanche. J'ai dit qu'il n'y a pas de vie privée pour un président de la République. On doit faire une différence entre le jugement moral et puis, au fond, les faits. Et ces faits, ils interfèrent directement sur la réalité de la décision présidentielle et de la vie présidentielle. Et la vie présidentielle, elle appartient aux Français. Alors, question à caractère économique, puisque c'est quand même d'abord, enfin, c'est l'un des thèmes maintenant de cette conférence de presse. Si la baisse des charges est au niveau de 10 milliards, c'est un des chiffres qui a été cité dans la presse ces derniers jours, ça vous paraît suffisant ou insuffisant? D'abord, il faut baisser les charges des D'accord, mais à entreprises. quel C'était niveau? d'ailleurs la Toute politique la question, c'est le que nous chiffre. menions. Mais oui, mais il y a le crédit d'impôt compétitivité est à 20 milliards. Donc, si c'est 10 milliards, d'abord, est-ce que le président de la République va aller plus loin que ces 20 milliards? Je ne sais pas. Si on veut aller jusqu'au niveau des allocations familiales, le chiffre maintenant tourne un peu partout. C'est autour de 35 milliards, 36 milliards d'euros. Donc, est-ce qu'on rajoute 15 ou 16 milliards? Et puis après, c'est pas suffisant. Et là, vous êtes satisfait ou c'est pas suffisant? Non, c'est évidemment pas suffisant. Il faut un plan sur plusieurs années. Ça ne peut pas se faire sur une seule année, évidemment. Mais il faut un plan sur plusieurs années. Alors, pas 20 ans. Il faut un plan sur 3-4 ans qui permette une réduction très significative des charges, qui permette une réduction très significative du coût du travail, et notamment pas uniquement jusqu'à 2,3, 2,4 ou 2,5 SMIC. Il faut aller au-delà, car la compétitivité
compétitivité du pays, elle s'affiche bien au-delà des 2,5 Donc en dessous de 15 dans l'industrie, milliards, par exemple. ajoutés aux 20 milliards qui existent déjà, vous êtes déçus. À partir du moment où ça dépasserait les 35 milliards, l'UMP peut prendre la balle au bon non, et mais suivre. l'UMP, elle n'est pas comptable. Donc, Non, bah, l'idée, elle est de regarder ce qui peut significativement impacter le prix du travail. Et ça, c'est bien au-dessus. Vous savez, quand on se compare, il faut toujours se comparer. Donc, on se compare d'habitude aux Allemands. C'est pas une mauvaise comparaison. C'est pas la seule comparaison. Mais c'est pas une mauvaise comparaison. On est en dépenses publiques à probablement 6, 7, 8 points de PIB, de produit intérieur brut au-dessus des Allemands. Ça veut dire que c'est 150, 160, 170 milliards d'euros que nous dépensons en plus. Donc ça touche notre compétitivité. On doit bien, à un moment donné, réduire ces dépenses publiques, réduire les charges qui pèsent sur le travail, pour après relancer le travail. Relancer le travail, c'est relancer l'emploi. Mais qu'est-ce qu'on demande aux patrons en compensation? Et est-ce qu'il y a des choses qu'il faut leur demander? Il y a eu beaucoup d'idées de pacte. Est-ce qu'il faut des compensations ou pas? En matière d'emploi. Non, c'est pas un cadeau. D'abord, on dit souvent, moi j'entends le Parti socialiste à l'Assemblée nationale dire sans arrêt, on fait un cadeau aux entreprises. C'est pas un cadeau parce qu'on leur a surtout pas fait un cadeau en chargeant le travail de cette façon-là, en faisant payer les entreprises en réalité des choses qu'elles ne devraient pas payer. Donc c'est pas un cadeau. On doit revenir à une situation. On doit revenir à une situation efficace, c'est-à-dire des entreprises qui payent moins pour la sécurité sociale et qui par ailleurs donc peuvent embaucher. Car il y a un drame français. Le drame français, c'est que sur les deux sécurités majeures pour un pays, c'est-à-dire à la fois le logement, avoir un toit, et à la fois avoir un emploi, sur ces deux sujets, il y a une sorte de plafond de verre. Il est de plus en plus difficile d'obtenir un logement, merci Madame Duflot, et il est aujourd'hui l'aménagement qui passe aujourd'hui à l'Assemblée d'avoir un emploi. Non, c'est pas du tout suffisant. Et puis en même temps, il est impossible d'avoir un emploi. Un enfant aujourd'hui qui rentre sur le marché du travail, un jeune, il va passer par une série de parcours initiatiques absolument dramatiques. Un chef d'entreprise qui veut embaucher, il hésite à embaucher. L'emploi est presque devenu l'ennemi de la République. Il faut tout faire pour lutter contre ça et donc baisser les charges qui touchent au travail. Alors, il nous reste une minute, c'est très simple. Est-ce que le chômage est d'ores et déjà, les chiffres seront connus le 27 janvier, un pari perdu, celui de la baisse pour l'année donc écoulée? Et est-ce que vous croyez finalement à ce tournant évoqué par François Hollande, ou est-ce que vous pensez, avec les chiffres à la main ou dans la tête, que tout ça est un vaste bluff? Mais tous les paris de M. Hollande sont des paris perdus. Et celui-là est un pari perdu, évidemment. D'abord parce que c'était un pari ridicule. Mais par contre, le pari de l'emploi n'est pas un pari perdu pour la France. Il n'y a aucune raison de considérer qu'on ne peut pas revenir à 5 ou 6%. Et d'ailleurs, on était à 7% de chômage en 2008. Donc, il n'y a pas si longtemps que cela. Donc, on doit revenir à un taux de chômage acceptable, c'est-à-dire aux alentours de 5%, qui est un chômage incompressible en France. Et pour ça, il faut transformer radicalement la politique française. Et on attend de M. Hollande, lors de sa conférence de presse, c'est au fond presque son ultime chance de redevenir un président de la République acceptable pour les Français, c'est de dire à un moment donné quelle politique il va mener réellement, vraiment, concrètement. Vous voyez le titre du Parisien, et pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy se prépare. Vous êtes pour son retour, un mot? Moi, je suis pour ce qui est... Un mot, pardon. Enfin, Nicolas Sarkozy, il a beaucoup de choses encore à dire à la France, mais on a Alain Juppé, on a François Fillon. François Fillon est un homme d'État aussi formidable, et moi, je soutiendrai et j'aiderai évidemment celui qui sera le mieux placé en 2017, qui répondra le mieux à la situation de 2017. Nicolas Sarkozy, je garde un énorme respect, j'ai un plaisir immense à discuter avec lui, j'ai un plaisir aussi très important à travailler avec François Fillon. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être clanique dans cette affaire-là. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique.